Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Les derniers chiffres du nombre d'inscrits à Pôle emploi font froid dans le dos. Plus de 44 000 nouveaux chômeurs en France, fin janvier. Cela fait 21 mois que le chômage augmente en France sans discontinu. Que vous inspirent ces chiffres ? Alors, je pourrais faire deux remarques par rapport à ces chiffres. La première remarque, effectivement, le nombre de chômeurs est très élevé. On a dépassé les 3 millions de chômeurs. Mais on a déjà connu des situations qui sont des situations un peu de la même nature. En 1997, tout le monde le rappelle, on avait atteint des niveaux de chômage plus élevés. Simplement, en 1997, c'était un sommet. C'est-à-dire qu'assez rapidement, la croissance est repartie. Les années 98-99 sont des années de forte croissance. Et le chômage s'est dégonflé. Or là, on est plutôt sur des hypothèses où la situation va continuer à s'aggraver. Et donc, je crains, hélas, qu'on ne dépasse les seuils de 1997. Alors, justement, on a reçu une question sur Twitter d'une internaute qui nous demande comment expliquer que le chômage augmente depuis 21 mois en France. Alors, ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est que le chômage augmente en général pour deux raisons. La première, c'est des mécanismes conjoncturels, une absence de croissance qui est liée au cycle économique, et puis de façon plus pérenne, hélas, plus durable, pour une inadéquation entre la main-d'œuvre et la réalité du besoin de l'activité économique. Or, on devrait être dans une phase à l'heure actuelle où la situation conjoncturelle pourrait s'améliorer et où donc cette composante du chômage, qu'on appelle donc le chômage conjoncturel, reculerait. Or, à l'heure actuelle, on ne voit pas cette amélioration. C'est-à-dire, encore une fois, 97, nous étions 4 ans après la récession de 93, nous sommes là 4 ans après la récession de 2009, donc on devrait voir les prémices d'une amélioration de la situation conjoncturelle, et ce n'est pas le cas. Donc le chômage s'installe durablement dans le paysage pour des raisons donc structurelles, une inadéquation de la réalité de l'économie à la réalité de la population active, et puis une conjoncture qui est très fortement dégradée. Oui, puisqu'on prévoit 0% de croissance en France. On prévoit 0% de croissance cette année, ce qui est à la fois inquiétant en termes de chômage et inquiétant en termes de rénovation de l'économie française. Alors, on a reçu une autre question de nos internautes. Voilà, la question c'est, en 21 mois, combien de visas d'entrée a-t-on accordé alors que le chômage ne cesse d'augmenter ? Bon, on comprend derrière, la question c'est, est-ce que c'est la faute aux immigrés qui prennent le travail des Français ? Alors c'est une question qui est une question récurrente, puisque déjà au XIXe siècle, quand il y avait des crises économiques, des ralentissements économiques, des poussées de chômage, on annonçait que tout ça c'était la faute du travail étranger. Alors du travail étranger sous forme d'immigrés, mais aussi on accuse le travail étranger sous forme d'importation. C'est-à-dire qu'on accuse aussi le chinois, même s'il n'est pas sur notre territoire, de prendre les emplois qui, normalement, si on était en situation de protectionnisme, seraient assumés par des Français. Or, on s'aperçoit de deux choses. La première, c'est que les emplois ne sont pas interchangeables. Les emplois qu'occupent les Chinois en Chine et les immigrés en France ne sont pas des emplois qu'occupent traditionnellement, compte tenu de leur formation et de leur qualification, les Français. Et la deuxième chose, si on avait un raisonnement efficace en termes de partage du travail qui permettrait de lutter contre le chômage, les 35 heures auraient réduit le chômage. Et en passant aux 32 heures, on réduirait le chômage. Or, ce qu'a montré l'expérience historique, c'est que ni en fermant les frontières, ni en réduisant le temps de travail, on ne résout le problème du chômage. Autre question un peu plus originale ou inattendue. Pourquoi ne pas nationaliser toute notre économie et embaucher tout le monde sous le statut de fonctionnaire ? Là aussi, l'expérience historique apporte une réponse à ça, puisque ça existait sous la forme de l'Union soviétique et des pays de démocratie populaire en Europe de l'Est dans les années 50-60. Sur le plan politique, je ne porterai pas de jugement sur ces régimes. Sur le plan économique, en fait, ces régimes se sont heurtés à ce qu'on appelle un arbitrage de Phillips. Si vous nationalisez toute l'économie et donnez un emploi à tout le monde, eh bien, vous avez des tensions inflationnistes qui apparaissent. C'est-à-dire que ces régimes, qui affichaient le plein emploi, étaient confrontés à une dérive des prix, à une inflation qui était très importante. Et comme ils ne voulaient pas l'accepter, ils bloquaient les prix. Et donc, la forme ultime de cette contradiction se reportait sur l'existence d'un marché noir très important. Concrètement, la rigidité qu'introduit l'emploi public fait que on résout apparemment le chômage de façon immédiate, mais on crée des distorsions dans l'économie qui finissent par casser la croissance et par induire de l'inflation, donc des redistributions occultes de pouvoir d'achat. Mais alors, bon, si on nous passe cette solution de nationaliser l'économie, est-ce qu'il existe d'autres solutions pour faire baisser le chômage en France ? Est-ce qu'on doit accepter cette hausse comme une fatalité ? Alors, l'accepter comme une fatalité, vous vous souvenez, dans les années 90, il y avait eu deux formules célèbres. Le président François Mitterrand qui disait « contre le chômage, on a tout essayé » et Denis Oliven, qui était un économiste expert auprès de la Fondation Saint-Simon, qui avait dit « il y a une préférence française pour le chômage ». En fait, le chômage n'est pas une fatalité, c'est une sorte de volonté du corps social français.
En fait, si on veut réduire le chômage, il n'y a que deux solutions à peu près clairement identifiées. La première, c'est de retrouver de la croissance, c'est-à-dire de favoriser les entrepreneurs, la création d'entreprises. Et donc là, ça suppose des politiques fiscales très favorables aux entreprises. Et puis la deuxième, c'est d'accepter ce que les économistes appellent maintenant la mobication. La mobication, c'est un néologisme qui est la contraction de mobilité et éducation. Donc c'est un peu la suite de la flexi-sécurité, c'est-à-dire l'idée qu'il faut un marché du travail flexible, mobile, où les gens soient extrêmement réactifs à l'évolution des tendances sur le marché du travail. Et éducation, ça va au-delà de la formation, c'est-à-dire c'est l'idée qu'il y a à la fois une formation technique et puis il y a un mode de comportement. Grosso modo, on parle de contrat de travail, et donc le contrat, c'est un lien entre deux acteurs. C'est un lien qui est un lien sur la base de l'égalité, c'est un lien dans le respect de l'un et de l'autre. Et donc faire un véritable contrat de travail et trouver des relations du travail qui soient moins hiérarchiques, plus responsabilisantes et plus associées à la dynamique propre de chaque individu. Merci Jean-Marc Daniel.